Question 1. L'épidémie a fortement reculé, a déclaré Emmanuel Macron le 24 novembre. Constatez-vous le même recul et à quoi est-il dû selon vous? Alors oui, on constate un recul très fort de l'épidémie, même au-delà de ce à quoi on s'attendait, puisqu'on se basait sur d'abord les chiffres qu'on recueillait, mais surtout l'étude prospective de Pasteur. Alors en fait, c'est une étude qui visait à voir comment allait évoluer le virus. Alors pour mémoire, le grand principe de l'étude, c'est qu'avant le premier confinement, on était à un R à 1,4, c'est-à-dire un patient contamine 1,4 autres patients. Pendant le premier confinement, on était retombé grâce au confinement à 0,7, un R à 0,7, donc un patient contamine 0,7 patients, donc on avait une vraie diminution, un contrôle de cette épidémie. Juste avant le deuxième confinement, on était revenu à un R à 1,3, 1,4, et donc Pasteur nous donnait comme objectif, parce que le confinement n'était pas de même nature, évidemment, il était beaucoup moins strict, donc Pasteur nous donnait comme objectif, un objectif raisonnablement optimiste de 0,9, avec une hypothèse pessimiste à 1,2, sachant que un patient contaminant 1,2, les services de santé, les réanimations particulièrement, auraient été dépassés. Et donc le 0,9 nous permettait de contrôler l'épidémie. Aujourd'hui, on est à un R s'approchant de 0,7, c'est-à-dire qu'on est revenu quasiment au premier confinement. Comment on l'explique? Alors il y a évidemment des effets du couvre-feu, du confinement, de la plus grande attention des gens, parce que rien que dire l'épidémie est repartie, on va repartir en confinement, les gestes barrières sont évidemment mieux respectés. Mais il y a sûrement autre chose, il y a sûrement quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors il y a eu des hypothèses évoquées, donc je les retransmets telles quelles. En fait, on a vu qu'il y avait quelque chose de différent, c'est qu'on étudie les eaux rejetées par les grandes villes, donc on récupère les eaux usées et on regarde quelle est la densité du virus dans ces eaux. Et on a constaté une baisse de cette densité avant même la mise en place du couvre-feu. Donc on avait déjà un virus qui descendait, qui diminuait, alors qu'il n'y avait pas eu de mesures supplémentaires. Donc il est probable qu'il y a quelque chose dans la vie du virus, dans le fonctionnement du virus, qu'on ne comprend pas bien. Voilà. Donc à partir de là, est-ce que c'est un problème de cycle de vie viral, d'écologie virale? Je ne sais pas le dire, c'est quelque chose qui va être scruté, mais pour l'instant on n'a pas de réponse. Alors, deuxième question, en quoi le confinement est-il une mesure moyenâgeuse? Que pensez-vous du couvre-feu qui le remplacera à partir du 15 décembre? Alors le confinement, oui, c'est une mesure moyenâgeuse, en ce sens que c'est finalement le recours à une technique d'isolement des gens parce qu'on ne sait pas les tester, les isoler spécifiquement et les soigner. En gros, on est revenu à des techniques d'éviction du virus parce qu'on ne sait pas soigner ce virus et parce que au moment où on l'a mis en place, et malheureusement encore aujourd'hui, nous n'étions pas prêts au niveau de notre capacité de détection. On se souvient, il n'y avait pas assez de tests, il n'y avait pas assez de machines sur lesquelles mettre ces tests. On est toujours dans cette situation. Alors évidemment, on a massifié les tests. On est le pays qui fait le plus de tests, nous dit-on très bien. Sauf que dans le même temps où on a massifié ces tests, aucune stratégie raisonnable n'a été mise en place pour les exploiter. C'est-à-dire que on était toujours très long à rendre les résultats, et donc on rendait les résultats au début avec 4-5 jours. Alors des gens qui finalement étaient symptomatiques allaient se faire tester, donc ça faisait déjà 2-3 jours qu'ils étaient contaminés et contaminants. Et puis après on rendait les tests au bout de nouveau de 4-5 jours. En gros on rendait les tests quand ils commençaient à pu être contaminants, donc efficacité 0. Là, la question, c'était, avoir plus de machines, et on ne l'a pas prévu, pour rendre des résultats rapides qui sont exploitables en termes d'épidémiologie, enfin en termes de santé publique, c'est-à-dire comment tout de suite prévenir les gens et puis les isoler. Et aujourd'hui, un déploiement nécessaire des tests rapides, des tests antigéniques, dont le résultat arrive en une quinzaine de minutes. Donc voilà, on est revenu à cette mesure parce qu'on n'était pas prêt. Et au-delà même du nombre de tests, on l'a bien vu quand on en a fait beaucoup avant ce deuxième confinement, c'est l'implication finalement de la puissance publique dans une vraie stratégie d'utilisation des tests. Parce que là, on a dit finalement, faites des tests,
Voilà, pas d'organisation pour utiliser ces résultats. Là encore, on est plutôt sur une logique de marché. On lance les sociétés existantes, voire le service public qui peut faire des tests, faites des tests. Mais nulle part, la puissance publique ne se transforme en stratège pour très concrètement utiliser ces résultats de façon efficace. Et c'est tout l'enjeu de la période qui va venir. Donc, on va avoir une autre logique là qui est défendue par Emmanuel Macron, qui est le couvre-feu. Ça n'a fait en aucune façon une preuve d'efficacité. Alors évidemment, la logique, pour l'instant, ça reste de permettre une plus grande distanciation physique pour éviter la transmission du virus. Donc tous les moyens sont bons. Est-ce que le couvre-feu est le bon? J'en doute très sincèrement. Après, je n'ai pas de preuve de mon doute. C'est pour ça que c'est un doute. Si c'était complètement idiot, je le dirais. Mais en fait, je ne le sais pas. Ce que je constate par contre, c'est que là encore, on est toujours sur les mêmes logiques, et c'est comme ça depuis le début de cette crise. D'une décision qui nous tombe depuis les cieux, prise entre quelques personnes, maintenant carrément on est sur un conseil de défense, donc une logique extrêmement restreinte de décision, plutôt que d'utiliser les institutions démocratiques, la démocratie en général, pour impliquer tous les acteurs institutionnels, donc évidemment le Conseil des ministres, mais le Parlement, les collectivités territoriales, parce que les élus locaux devraient avoir un rôle fondamental à jouer, mais aussi les professionnels de santé, de l'éducation, qui avaient beaucoup de choses à dire, on ne les a pas écoutés à cette rentrée. Résultat, il a fallu changer le fusil d'épaule. Enfin voilà, on a l'impression que on est sur un petit groupe très techno qui prend les décisions et qui nous tombe dessus. Ce couvre-feu, il n'est pas débattu. Moi, je pense que il est grandement urgent de faire appel à l'intelligence collective et à l'implication de tout le monde, et puis au sens des responsabilités de chacun, mais pas comme une injonction à obéir au chef, mais comme une décision concertée et donc acceptée, parce que on le voit bien, ces décisions qui tombent de nulle part, elles sont de plus en plus contestées et il n'y a pas une forte adhésion aux mesures, bien au contraire, c'est de pire en pire. Voilà. Alors, comment qualifieriez-vous la gestion de la seconde vague par le gouvernement? Aurait-elle pu se faire autrement? La qualifier en un mot, c'est difficile, mais on a le sentiment qu'ils ont espéré qu'ils passeraient entre les gouttes. Ça fait vraiment penser à ça. Finalement, c'était un peu le pari qu'il ne se passerait pas grand-chose, qu'il n'y aurait pas de reconfinement. D'ailleurs, il s'était largement engagé à ça. C'était Emmanuel Macron qui disait « En cas de seconde vague, nous serons prêts ». C'était même pas imaginable, un reconfinement. Enfin, rappelons-nous, à la sortie du premier, plus jamais ça. Et pourtant, voilà, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, mais on n'était pas prêt parce que l'hôpital, les choses n'ont pas changé en quelques mois et le Ségur de la santé a été une vaste mascarade. On a donné de l'argent pour augmenter les salaires d'une partie du personnel hospitalier, tant mieux parce que ces salaires étaient très bas et nécessitaient une revalorisation, sauf que on n'est pas du tout au niveau demandé et nécessaire. C'est-à-dire qu'on est toujours en queue de peloton des pays de l'OCDE sur le salaire des infirmières. C'est ce qu'on avait pris comme exemple. Je ne parle même pas des aides-soignants. Donc, on a donné un peu de sous pour calmer les gens, mais on n'a pas changé la politique de santé de l'hôpital. Bien au contraire, durant toute la période qui vient de se passer, durant encore les confinements, on a continué les plans de retour à l'équilibre, on continue à vouloir fermer des hôpitaux ou des services, on a fermé les urgences de l'Hôtel-Dieu en plein second confinement. Enfin, c'est un symbole terrible. Et puis, on a encore Beaujon, Bichat, là on a confirmé la fermeture de Garches, et partout, on a encore ces plans de retour à l'équilibre qui ferment un nombre de lits dans les services ou des services entiers. Enfin bon, on ne change pas de logique. Et puis, il y avait... alors évidemment, on n'allait pas former des infirmières et des médecins en quelques mois. Par contre, on pouvait tout de suite embaucher des agents de services hospitaliers, des agents hospitaliers qui pouvaient nous aider sur la logistique et décharger du poids de la logistique les soignants, qui auraient pu du coup dégager du temps. Et on aurait pu aussi embaucher des secrétariats, parce que ça fait des années qu'on flingue les secrétariats et que les tâches administratives sont de plus en plus lourdes et prennent de plus en plus de temps à l'hôpital. Donc voilà, des choses, il y avait quand même à en faire en urgence. Et puis au plus long cours, mais il faut le faire dès maintenant si on veut être prêt un jour, c'est lancer un grand plan d'emploi et de formation. Il faut 100 000 emplois dans l'hôpital public, 200 000 dans les EHPAD, beaucoup dans le médico-social. Enfin voilà, on a
plein de choses à faire. Donc cette gestion, finalement, on est sur une logique néolibérale, toujours la même, qui a entraîné la catastrophe qu'on connaît, parce que on confine parce que l'hôpital est malade, pas pour autre chose. On confine parce que on ne veut pas déborder les services de santé qui ne pourraient plus soigner les gens, ce qui conduirait à devoir faire du tri, à devoir choisir de laisser mourir des gens. Enfin, voilà, faut dire les choses très crûment. Donc on a confiné pour cette raison-là. Donc oui, on pouvait faire autrement, et on peut encore faire autrement, changer de logique. Et puis après, oui, je l'ai dit sur la question précédente, mais on est vraiment sur une gestion très libérale des choses, c'est-à-dire le marché va régler. On a complètement déshabillé la puissance publique. Alors l'hôpital, ça s'est vu de façon très cruelle, mais ça s'est vu maintenant clairement. Mais il en est de même pour tous les autres services de l'État. Partout, on a rogné, ce qui fait que l'État, on a l'impression qu'on a des gens qui ont les manettes, mais il n'y a plus beaucoup d'effecteurs derrière. Le palonnier répond plus derrière l'avion, parce que on n'a plus de gens pour mettre en place. Et c'est ça aussi qui pêche sur la capacité de cet État à organiser les choses. Un des exemples, mais frappant et là aussi très cruel, c'est l'appel durant le premier confinement au service de santé des armées. C'était un très beau service public, le service de santé des armées. Alors on a fermé une partie de ces moyens. Le symbole a été la fermeture du Val-de-Grâce, mais surtout on a vu que ce service de santé des armées était capable de nous projeter en Alsace un hôpital de quelques dizaines de lits, quand dans d'autres pays c'était des centaines qui étaient mises en quelques jours. On voit bien aussi là que ce service, comme tous les autres services publics, a été atteint. Donc voilà, l'urgence, elle est à réinvestir dans les services publics pour redonner cette capacité collective à agir et pas attendre que finalement ce soit le libéralisme, le marché qui règle les choses, parce que non, il est là pour faire du profit, pas pour organiser la prise en charge d'une urgence sanitaire, et on vient de le voir de façon flagrante. Donc, que pensez-vous de la course au vaccin qui semble consacrer la concurrence capitaliste au détriment de la coopération scientifique? Alors déjà, je pense que oui, il y a une course à mener pour réussir à trouver un vaccin efficace, mais que la façon dont ça se fait, en fait, la réponse est déjà un peu dans la question. Donc, évidemment, là, les grands laboratoires y voient une occasion de faire de l'argent. Et les professionnels de santé attendent une solution pour ne plus avoir de contamination et de patients atteints du Covid, enfin de la Covid. J'ai toujours du mal avec ce féminin. Quoi en penser? On est toujours sur un système, voilà, c'est un système capitaliste, un système libéral. Sa logique, c'est faire du profit, et y compris sur des choses qui ne devraient pas le concerner, puisque la santé, c'est pas une marchandise, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est pas la logique majoritaire aujourd'hui dans le monde. Il y a plusieurs initiatives qui se prennent d'ailleurs de façon intéressante, parce qu'on n'est pas tout seul, les progressistes, à protester contre cet état de fait. Il y a une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Right to Cure, mon anglais est désastreux, mais voilà, le droit de soigner, qui est lancé, qui va nécessiter 1 million de signatures pour demander qu'on modifie les règles sur la propriété intellectuelle et les brevets, en disant, voilà, ne brevetons pas, n'autorisons pas finalement l'exploitation de ce vaccin à des fins mercantiles. Donc ça veut dire en gros fixer les prix de ce qui a été nécessaire pour le produire, ne pas faire d'argent dessus et le distribuer massivement aux populations. On a de même Médecins sans frontières qui vient de prendre une position par son bureau de presse en disant, relayant en ce sens l'Inde et l'Afrique du Sud, je crois, qui ont fait cette demande, nous expliquant qu'il ne faut pas qu'il y ait de propriété intellectuelle sur le vaccin. Donc on est sur tout le monde qui commence à prendre ses positions et qui dit mais ça peut pas être l'occasion de faire de l'argent, et surtout ça ne peut pas restreindre l'accès des populations au seul traitement pour l'instant envisagé, parce que pour l'instant on n'en a pas d'autres. Donc voilà, on est sur ces questions qui vont être des rapports de force, et puis de façon plus lointaine malheureusement, mais on va pas faire ça en quelques mois. C'est la question d'un pôle public du médicament, c'est-à-dire du fait que on nationalise clairement, qu'on s'approprie publiquement de grands laboratoires de médicaments, parce qu'en effet, il faut considérer qu'il n'est pas éthique que ces laboratoires fassent du profit sur la maladie des gens, qu'on rende public
ces labos dans le cadre d'un grand pôle public du médicament et qu'on puisse non seulement produire au coût le plus faible, mais aussi garantir la recherche, parce que beaucoup de questions ont été posées autour de ce vaccin sur sa sécurité. Tout le monde va faire le plus attention possible à la sécurité de ce vaccin, ça paraît une évidence, sauf que c'est toujours un peu angoissant quand s'y mêle une affaire de gros sous, parce que voilà, la cupidité peut inciter à passer sur quelques mesures de sécurité pour être le premier, pour être le plus efficace, et on a vu la course à l'échalote dans les médias. Mon vaccin est efficace à 90, à 92, à 93, à 95%. C'est ridicule. La question, c'est quelle sécurité de ces vaccins, et il faut absolument que les agences publiques du médicament puissent récupérer l'ensemble des datas des études qui ont été faites par ces labos, qu'on ne puisse pas nous opposer de secrets industriels, parce que voilà, la santé, c'est pas une marchandise, et la sécurité, ça se négocie pas. Donc voilà, c'est toute une logique à remettre en cause. On peut la remettre rapidement en cause en refusant la logique commerciale sur ces vaccins très rapidement, et ce sont des décisions politiques. Et puis, plus avant, là, ça fera l'objet d'un véritable débat. Il nous faut aller vers un pôle public du médicament. Dernière question, faut-il rendre la gestion de la santé aux travailleurs? Quelles sont les pistes pour y parvenir? Je vais répondre oui immédiatement, il n'y a pas de suspense. Je pense, et je l'ai un petit peu développé dans la question précédente, que le plus sûr pour la santé, pour éviter que s'y mêlent des aspects financiers et des enjeux qui ne seraient pas des enjeux de santé publique, c'est que nous contrôlions, que les populations contrôlent de bout en bout les processus de recherche et de production de ces médicaments. Et pour les contrôler, puisqu'on n'est pas tous des scientifiques, il faut avoir la capacité à les diriger. On avait en France cet outil qui a été créé après-guerre, qui était la sécurité sociale, et qui donnait la gestion de cet organisme aux salariés eux-mêmes. Évidemment, depuis, ce n'est plus le cas. Un nombre de réformes, c'est plus qu'en dizaines, c'est en centaines de réformes de cet organisme, ont fait que, in fine, les gens sont dépossédés de la gestion de la sécurité sociale. C'est désormais une gestion dominée par les employeurs. Voilà, sur une logique d'économie, puisque moins on rentre de cotisations sociales, plus ça laisse d'argent pour les actionnaires. Donc évidemment, là, il y a un conflit d'intérêts sur la gestion des employeurs de la sécurité sociale. Il faut absolument que cette gestion redevienne démocratique. Et là, c'est un combat encore à mener, puisque ça veut dire réorganiser des élections pour désigner des représentants des salariés au conseil d'administration de la sécurité sociale et changer le mode de représentativité en y remettant les salariés largement majoritaires. À l'époque, je crois que c'était 75% des sièges. Donc, voilà, la piste pour y parvenir, je ne vois pas autre chose qu'un grand débat et des luttes dans le pays. Et puis après, cet enjeu, alors, peut réapparaître comme quelque chose de fort à la suite de cette épidémie. Encore faut-il qu'on mène ce débat. Et puis, bon, le risque, c'est quand même plus du repli sur soi et de la xénophobie sur ce qu'on entend dans le cadre de cette épidémie. Il faut absolument combattre ça et revenir à des débats démocratiques d'humanisme, d'internationalisme, parce que il faudra, on vit sur une terre qui est très mondialisée, il faudra absolument que ces débats s'étendent sur le plan international.